Bonjour et bienvenue dans Ah, encore ces histoires de bonnes femmes, le podcast qui permet de partager les doutes et les interrogations qui nous submergent quand on est une femme de plus de 50 ans. Pourquoi ? Parce que 50 ans est un âge charnière dans la vie d'une femme. 50 ans et plus, c'est un âge bouleversant. Ah, encore ces histoires de bonnes femmes, tous les mardis à 18h. Chaque semaine, une femme de 50 ans et plus vient se livrer. Elle nous raconte l'un des événements qu'elle a vécu depuis qu'elle a eu 50 ans et nous invite à partager les doutes et les interrogations qui ont suivi. Chaque semaine, c'est un ou une spécialiste qui est invitée à décrypter ces questionnements. Aujourd'hui, c'est Nelly qui se raconte et Sophie Cadalen, psychanalyste, qui offre son écoute et son expertise. La rencontre. Bonjour, je m'appelle Nelly et j'ai 63 ans. Bonjour Nelly. Bonjour Laurence. Quand on s'est rencontrés la première fois et qu'on a imaginé de vous inviter pour notre rendez-vous, vous m'avez dit une chose assez étonnante. J'ai découvert que je pouvais avoir une vie sexuelle et du plaisir après 50 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors, on rentre dans le dur du sujet et dans l'intimité. À l'âge de 12 ans, j'ai été la victime d'un prédateur sexuel avec enlèvement et viol. Je suis une rescapée puisque en général les enfants qui sont violés mais enlevés, on ne les retrouve pas. Je suis vivante, donc si je suis vivante, c'est que j'ai un message à faire passer. Enlèvement et viol, enlevé combien de temps, combien de jours ? J'ai été enlevée, il devait être 16 heures de l'après-midi et il m'a relâchée au fin fond de la campagne, je ne sais pas, 4 heures du matin, le jour suivant. Aujourd'hui, vous êtes vivante, vous avez transporté cette valise de vie très longtemps, vous en parlez très facilement. Déjà, je voudrais savoir comment vous arrivez à en parler aussi facilement. J'en parle facilement parce que je trouve qu'il est nécessaire d'en parler, nécessaire de partager cette difficile expérience et surtout nécessaire pour dire combien on peut s'en sortir, combien à 63 ans la vie est belle. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas tabou et que j'ai besoin de partager cette expérience. Si on en revient au tout début de notre rencontre, vous avez une vie de femme, une vie de mère, mais vous ne parlez pas du tout de plaisir dans la sexualité. Expliquez-moi mieux. J'ai commencé ma vie amoureuse autour de 18 ans avec le papa de ma grande fille. La sexualité pour moi était quelque chose de difficile que je faisais pour faire plaisir. Ça a toujours été quelque chose de subi. Je me pensais être une handicapée de la vie et donc le plaisir n'était pas pour moi du fait de cette histoire que j'avais apportée, mais je l'avais intégrée et je m'en contentais. Je m'en suis contentée donc une première fois avec le papa de ma fille, une nouvelle vie, 2 nouveaux enfants et toujours en me disant que mon problème de sexualité était quelque chose que je ne réglerais jamais et que je devais vivre une vie heureuse avec ce handicap. Vous parlez carrément de handicap. Vous disiez pas de plaisir, ça veut dire également jamais de désir ? Très très peu de désir, très mal à l'aise dans les réunions avec des copains quand il s'agit de raconter des histoires grivoises, très mal à l'aise avec des amies féminines quand il s'agit de partager des expériences, très mal à l'aise tout le temps. Mais encore une fois, c'est mon fardeau et je me disais que c'était comme ça, que je n'avais pas le choix et que je pouvais très bien vivre une vie agréable sans avoir le plaisir d'une sexualité assouvie. Vous vous êtes posé des questions, Nelly, sur cette situation ? Oui, je me suis posé des questions, bien que pensant que j'étais une handicapée de la vie, je mettais un nom dessus, c'est-à-dire que j'étais frigide. Donc il y a eu des démarches de psychothérapeutes qui m'ont judicieusement préconisé de regarder des films érotiques. Et grâce à ces films érotiques, j'ai découvert ce qu'était la masturbation féminine, chose à laquelle je n'avais jamais pensé de ma vie, ni même osé pratiquer. Mais c'est arrivé bien tard, 45 ans. Et puis on en arrive à 50 ans. C'est vous qui m'en avez parlé, Nelly. À 50 ans, tout a changé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, à 50 ans, sur un quai de gare, je croise un homme que je ne connais pas. Et je me dis, cet homme-là est dangereux pour mon couple. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était comme une évidence.
nous allions nous retrouver. Il s'est passé quelques mois, donc j'ai pris le même wagon. On s'est retrouvés face à face, nous avons échangé, et là, vraiment, c'était lui et pas un autre. Ça s'est concrétisé, et là, c'était une évidence. Je connaissais enfin le plaisir d'une vie amoureuse et d'une vie sexuelle. Je connaissais enfin le bonheur d'être une femme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez rencontré celui qui partage votre vie aujourd'hui, vous avez ressenti des choses dans votre corps? Il y a eu des sensations physiques? Oui, des sensations physiques, oui, plus que des papillons dans le ventre, enfin tout ce qu'on peut ressentir une femme quand le désir s'installe. Dans notre vie amoureuse, dans notre vie de couple, maintenant je peux parler de ce qu'est le désir, de ce qu'est la jouissance, chose qui m'était complètement interdit auparavant. Et je suis une femme normale. Sans vouloir être indiscrète, la première fois, est-ce que vous pouvez nous parler de la première fois où vous avez ressenti, sans donner de détails évidemment, mais la première fois ce que vous avez ressenti dans votre corps, que vous avez reconnu enfin comme étant du désir? Mais puisque vous n'en aviez jamais ressenti, comment vous avez ressenti ça? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si je cherche bien, exactement comme sur le quai de gare quand je l'ai vu. Donc, c'était une évidence. Et dans l'acte sexuel, ça a été comme une évidence. Nos corps étaient faits l'un pour l'autre. Un lâcher-prise, laisser la jouissance arriver, laisser les sens se manifester. Une évidence. Une sensualité évidente, puisque tout ça, ça m'était inconnu. Mais nouvelle alors? Oui, nouvelle, oui. Et surtout, plus peur de mon corps. Oser le montrer, oser l'offrir à l'autre. Quel rapport entre oser l'offrir à l'autre maintenant, parce que vous avez rencontré cet homme, et avant, vous n'avez jamais osé l'offrir, suite à ce drame que vous avez vécu à 12 ans? Oui, à tel point qu'il m'était quasi insupportable d'être complètement nue dans une relation amoureuse. Il me fallait un chemisier, un t-shirt, mais jamais complètement nue. Toujours très directement, Nelly, est-ce qu'il y a chez vous un regret de ne pas avoir ressenti du plaisir sexuel avant? Il n'y a pas de regret, puisque de toute façon, je ne savais pas ce que c'était et que j'étais composée comme ça, j'étais faite comme ça. Je transportais mon histoire et que mon histoire m'avait autorisée à avoir des enfants. Donc j'étais tout à fait ravie d'avoir des enfants et de ne pas avoir de plaisir, je m'en contentais. Quel regard vous portez maintenant sur cette vie qui a été la vôtre en tant que femme? Alors sur ma vie d'avant... J'étais une femme heureuse, enfin je suis toujours une femme heureuse, je suis encore plus heureuse maintenant. Que ressentez-vous de vous être livrée, d'avoir raconté votre histoire? Je trouve ça assez touchant, et je trouve que c'est très intéressant de ne pas avoir de tabou, enfin c'est très plaisant de ne pas avoir de tabou, de pouvoir le partager et de pouvoir transmettre ce beau cadeau que rien n'est perdu, quel que soit l'âge. Acceptez-vous que je fasse écouter votre histoire à un spécialiste? Bien sûr, partagez. Merci beaucoup Nelly. De rien, merci Laurence. Je m'appelle Sophie Cadalen et je suis psychanalyste. Sophie Cadalen, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, ça veut dire quoi psychanalyste? La spécialité de la psychanalyse, c'est l'inconscient. Donc on cherche dans nos comportements tout ce qui semble irrationnel, qui ne peut pas être réglé par notre seule intelligence, notre seule conscience. Les comportements répétitifs, les angoisses sans raison, tout ce qui échappe à notre bonne intelligence, à notre bonne conscience et surtout à notre volonté, nous intéresse en psychanalyse. Et vous êtes psychanalyste depuis combien de temps? Ça fait 25 ans, je crois, maintenant. Oui, un petit peu plus. Oui, à peu près 25. Vous êtes plutôt reconnue comme étant une psychanalyste un peu spécialiste du couple ou de la relation que nous avons à l'amour, des femmes, évidemment, également. Spécialité qui est surtout due aux ouvrages que j'ai écrits sur ces sujets,
Maintenant, justement, l'inconscient va concerner beaucoup, en tout cas se révéler beaucoup dans la sexualité, par exemple. On ne désire pas sur commande, on ne jouit pas non plus à la commande, et certainement pas comme les autres, parce que justement, on ne sait pas comment ça se passe chez les autres. L'inconscient nous ramène toujours à notre singularité. L'amour aussi, on a beau le vivre à peu près tous, enfin, en tout cas, on espère le vivre tous, mais on le vit de manière extrêmement particulière toujours, même si peu ou prou les comportements sont les mêmes, même si les erreurs sont les mêmes, même si les douleurs sont les mêmes. Oui, mais c'est toujours des aventures extrêmement particulières. Et le être femme aussi, c'est aussi une définition impossible à contenir de manière générale. Et la psychanalyse, et Freud pour commencer, a déconstruit ça. Terme très à la mode, déconstruction, mais voilà, comment je me vis moi comme femme, comment je me vis aussi comme homme, ce sont des questions qui vont se poser sans cesse sur le divan en psychanalyse. Alors pour le rendez-vous que je vous propose, on s'intéresse aux femmes de 50 ans et plus. Avant de vous faire écouter le témoignage de Nelly, est-ce qu'effectivement la sexualité ou le rapport à l'amour change après 50 ans, la ménopause? L'amour, c'est pas simplement le sexe, le sentiment. Ça change tout le temps en fait. C'est vraiment quelque chose qui n'a rien d'étal, qui n'a rien de régulier, qui n'a rien de définitif surtout, qui peut se passer très bien une période, qui peut se passer beaucoup moins bien une autre période, on a envie, on n'a pas envie. C'est un peu l'origine de la découverte de l'inconscient par Freud, c'est la libido, voilà, cette énergie qui nous tient, qui nous échappe, sur laquelle on n'a pas le contrôle, sur laquelle réagit tout ce qui se passe dans notre vie. Voilà, quoi qu'on ait vécu, quoi qu'on vive, quoi qu'on vivra, ça va impacter la libido. Pas impacter forcément sur un mode négatif, mais c'est vraiment notre espèce de thermomètre de comment je me sens, comment je suis dans ma vie, dans mon corps, dans mon rapport à l'autre, comment je me découvre, comment je m'autorise, comment je suis libre, comment je le suis plus, comment je le suis moins. C'est aussi l'endroit où impactent toutes nos modifications physiologiques, physiques, hormonales, sans que rien ne définisse complètement ou n'organise complètement non plus cette libido. Donc oui, forcément, on en parle. Comment vous travaillez, Sophie Cadalen? Imaginez, je viens vous voir, j'ai besoin de votre aide, de votre regard. Comment vous travaillez? Alors, il y a une règle fondamentale en psychanalyse, très très simple, c'est la même, je crois, pour tous les psychanalystes, c'est dire tout ce qui passe par la tête. Alors, ça a l'air très simple comme ça, c'est même déconcertant, certains voudraient des exercices un petit peu plus dirigés, sauf que c'est l'occasion justement de faire entendre les répétitions, les obsessions aussi, ce que l'on a en tête et qu'on n'ose pas forcément dire toujours parce qu'on l'a tout le temps trop en tête et qu'on va quand même un peu ennuyer les copains à répéter tout le temps les mêmes choses. En psychanalyse, on aime beaucoup la répétition. C'est raconter nos rêves, c'est passer du coq à l'âne, c'est faire des digressions, c'est parler de quelque chose dont on ne savait pas aller parler, justement, dont on ne savait pas qu'on le portait quelque part en nous et qu'il allait se dire à ce moment-là. C'est parler aussi de choses anodines qui se révèlent extrêmement importantes. Enfin bref, on bouge tous les codes habituels de la conversation. Peut-être que l'état duquel on se rapprocherait, c'est quand on s'endort, quand on se couche, qu'on se détend et qu'on pense à la réunion qu'on a eue, qu'on pense à ce qu'on a à faire demain, un souvenir d'enfance, et puis l'autre qui nous a dit si, ouais, on n'est vraiment pas content. Voilà, cette espèce de mélange de choses apparemment importantes, apparemment tout à fait superficielles et dérisoires, des petites angoisses qui reviennent, des petites préoccupations qu'on ne savait pas en être. Voilà, on ramène un petit peu ce fouillis, et de là vont se dessiner des chemins, des fils conducteurs, des fils rouges, qui raconte effectivement notre désir, notre inconscient. Une psychanalyse, ça peut prendre plusieurs mois, j'imagine, plusieurs années, voire? Oui, ça peut prendre plusieurs mois assurément, plusieurs années aussi, pas forcément 20 ans comme on le raconte. On fait aussi des tranches d'analyse, mais c'est un temps effectivement assez long de voyage avec soi, de rencontre d'avec soi, de libération aussi, je crois, de soi. C'est joliment dit. Si je veux prendre contact avec vous, je vous contacte à travers votre site internet, à travers une adresse mail. Non, j'ai pas du tout de site, rien. Je suis absolument pas de mon époque là-dessus. Non, vous trouvez mon numéro dans l'annuaire, vous me laissez un message et je vous rappelle. Sophie, acceptez-vous d'écouter le témoignage de Nelly, qui se livre sans tabou? Ah bah oui, avec grand plaisir. Et évidemment de me donner votre avis, votre regard? Oui, avec plaisir. Voilà, les présentations sont faites. Nelly qui nous offre sans tabou et avec beaucoup de confiance son histoire d'enfant enlevé et violé à 12 ans et sa façon depuis de vivre sa sexualité, et Sophie Cadalen, psychanalyste. Si nous avons déjà rencontré Nelly, Sophie, elle, n'a pas encore entendu son témoignage. À partir de maintenant, je vous propose de le réécouter ensemble et de laisser Sophie réagir à chaque fois qu'elle le désire. Bonjour Nelly. Bonjour Laurence. Vous m'avez dit une chose assez étonnante. J'ai découvert que je pouvais avoir une vie sexuelle et du plaisir après 50 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Alors, on rentre dans le dur du sujet et dans l'intimité à l'âge de 12 ans. J'ai été la victime d'un prédateur sexuel avec enlèvement et viol. Je suis une rescapée puisque en général les enfants qui sont violés mais enlevés, on ne les retrouve pas. Je suis vivante, donc si je suis vivante, c'est que j'ai un message à faire passer. Enlèvement et viol, enlevé combien de temps, combien de jours? J'ai été enlevée, il devait être 16 heures de l'après-midi et il m'a relâchée au fin fond de la campagne, je ne sais pas, 4 heures du matin le jour suivant. Aujourd'hui, vous êtes vivante, vous avez transporté cette valise de vie très longtemps, vous en parlez très facilement. Déjà, je voudrais savoir comment vous arrivez à en parler aussi facilement. J'en parle facilement parce que je trouve qu'il est nécessaire d'en parler, nécessaire de partager cette difficile expérience et surtout nécessaire pour dire combien on peut s'en sortir, combien à 63 ans la vie est belle. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas tabou et que j'ai besoin de partager cette expérience. Là, on est vraiment au cœur de ce qu'est la psychanalyse, que Freud appelait cure par la parole. La parole sauve, la parole permet de transformer, la parole permet de continuer avec une expérience aussi traumatisante. D'ailleurs, on est très étonné de la voix de Nelly, qui est très jolie, qui est très, très douce, qui est très vivante, d'ailleurs, et qu'elle parle de la parole, justement, comme quelque chose d'indispensable, du message à faire passer. C'est vraiment de ne pas se laisser enfermer par l'événement, ce qui est souvent la double peine de la victime. Voilà, elle a subi quelque chose, elle a subi une agression, un acte souvent que l'on a beaucoup de mal à raconter, voilà, qui va être stigmatisé, qui va nous enfermer dans le rôle de la pauvre femme qui a subi ce qu'elle a subi. Mais la parole, c'est déjà une appropriation, c'est transformer l'essence. Et là, elle parle beaucoup de passages, elle parle beaucoup de messages. Elle en fait quelque chose. Non seulement elle transforme, elle se laisse pas, organiser par l'événement, puisqu'elle prend le dessus sur cet événement en transmettant quelque chose, en décidant que, oui, c'est quelque chose de forcément fondateur dans sa vie, mais qui va aussi fonder le reste, pas sur le mode « je ne peux pas parce que », mais « je peux parce que ». C'est d'ailleurs étonnant parce que je me suis même surprise à ne pas poser plus de questions sur l'événement, comme si c'était devenu presque tabou pour moi. Tabou au sens... de ne pas savoir en parler avec elle. Nelly, effectivement, on a envie de l'écouter. D'ailleurs, j'ai eu un petit peu de mal à vous faire signe que peut-être je pouvais intervenir, parce que oui, elle déroule son histoire, elle s'est appropriée l'histoire, elle ne se laisse pas raconter par l'histoire, je crois aussi. Et elle en fait sa propre histoire. Ce qui est la façon, encore une fois, qu'on a tous... Alors, il suffit pas de dire « il y a qu'à faut que », c'est un chemin difficile. Et elle n'est pas arrivée sans doute à cet endroit-là, comme ça, spontanément, d'un coup d'un seul. Mais c'est effectivement la possibilité que l'on a tous, quelles que soient nos vies et leur lourdeur et leur tragédie, d'à un moment dire « mais c'est moi qui vais vous raconter ma vie ». Nelly, si on en revient au tout début de notre rencontre, vous avez une vie de femme, une vie de mère, mais vous ne parlez pas du tout de plaisir dans la sexualité. Expliquez-moi mieux. J'ai commencé ma vie amoureuse autour de 18 ans avec le papa de ma grande fille. La sexualité pour moi était quelque chose de difficile que je faisais pour faire plaisir. Ça a toujours été quelque chose de subi. Je me pensais être une handicapée de la vie et donc le plaisir n'était pas pour moi du fait de cette histoire que j'avais apportée, mais je l'avais intégrée et je m'en contentais. Je m'en suis contentée donc une première fois avec le papa de ma fille, une nouvelle vie, 2 nouveaux enfants et toujours en me disant que mon problème de sexualité était quelque chose que je ne réglerais jamais et que je devais vivre une vie heureuse avec ce handicap. Il y a souvent évidemment un impact très fort sur la sexualité, justement des agressions sexuelles. J'en profite aussi pour dire que c'est aussi compliqué, quand on a subi une agression sexuelle, de vivre quand même une sexualité épanouie. Il y a quelque chose qui ne s'autorise pas chez soi. Je veux dire par là, le traumatisme, l'agression n'induit pas forcément que, ça y est, ce chapitre-là de notre vie, cet endroit-là intime de notre vie, en est
bousillé, si je puis dire. Non, la conquête, elle est aussi là, c'est qu'il y a quelque chose en soi qui condamne, qui s'interdit d'eux, qui ne peut pas s'autoriser à, qui serait scandaleux. Quoi ? Comment ? J'ai été violée, j'ai été agressée, et en plus, quelques années plus tard, j'ose prendre mon pied. Enfin, il y a une lutte de soi à soi. En fait, on porte en soi tous les jugements qui rôdent autour de nous, tous les lieux communs qui rôdent aussi autour de ce phénomène-là. On trouve choquant, voilà. Et heureusement, les femmes le disent de plus en plus. Oui, j'ai été agressée, oui, j'ai été violée, oui, j'ai une vie sexuelle, et oui, je peux aimer ça. C'est très compliqué encore. Et là, elle explique effectivement cette espèce de dissociation. Ce terrain a été bousillé, donc je m'inscris dans quelque chose de très normatif. Je me marie éventuellement, j'ai des enfants bien sûr, je fais famille et je refais famille, mais le plaisir, la sexualité au sens très personnel, très intime, je dirais très égoïste dans le bon sens du terme, non, ça n'est pas pour moi. Vous parlez carrément de handicap. Vous disiez pas de plaisir, ça veut dire également jamais de désir. Très très peu de désir, très mal à l'aise dans les réunions avec des copains quand il s'agit de raconter des histoires grivoises, très mal à l'aise avec des amies féminines quand il s'agit de partager des expériences, très mal à l'aise tout le temps. Mais encore une fois, c'est mon fardeau et je me disais que c'était comme ça, que je n'avais pas le choix et que je pouvais très bien vivre une vie agréable sans avoir le plaisir d'une sexualité assouvie. Vous vous êtes posé des questions, Nelly, sur cette situation ? Oui, je me suis posé des questions, bien que pensant que j'étais une handicapée de la vie, je mettais un nom dessus, c'est-à-dire que j'étais frigide. Donc il y a eu des démarches de psychothérapeutes qui m'ont judicieusement dit, ou préconisé, de regarder des films érotiques. Et grâce à ces films érotiques, j'ai découvert ce qu'était la masturbation féminine, chose à laquelle je n'avais jamais pensé de ma vie, ni même osé pratiquer. Mais c'est arrivé bien tard, 45 ans. Nelly a raison. On peut très bien avoir une vie agréable sans avoir une sexualité épanouie au sens où le désir nous anime et la jouissance nous attend. J'en profite aussi pour dire que cette attitude-là de gêne, de retrait, de sentiment de décalage par rapport à ce que tout le monde vit autour de soi n'est pas réservé aux seules victimes, justement, d'agressions sexuelles. C'est le sujet sensible de la sexualité. On a tous l'impression que pour tout le monde, ça se passe super bien, que pour tout le monde, ça va de soi, que pour tout le monde, effectivement, ce sont des orgasmes à l'appel. Et pour beaucoup, en fait, dans l'intimité de chacun, de chacune, et là on parle des chacunes en particulier, non, c'est pas si simple, et on se dit, il y a un truc qui va pas. Ou alors, c'est aussi le piège, on peut normativer dans l'autre sens aussi, dire, oui, par exemple, après un accouchement, toutes les femmes vont dire non, j'ai pas de désir, j'ai pas envie. C'est pas vrai non plus. C'est pas vrai. Il y en a qui au contraire, réembrassent une vie sexuelle plus libérée, plus détendue tout de suite après, en tout cas assez vite. Non, c'est vraiment l'endroit sur lequel il y a pas de généralité possible. Et le fait que Nelly explique qu'elle était très très gênée quand on parlait de sexe autour d'elle, quand on rigolait de cela, c'est lié à son traumatisme ? Pas forcément. Ça peut être lié, évidemment, ça a à voir aussi avec le traumatisme, mais ça a à voir avec justement son décalage avec une sexualité qu'on imagine épanouie, forcément épanouie. C'est l'injonction d'aujourd'hui. Autant avant, il n'y a pas si longtemps, les femmes, elles étaient quand même plus vertueuses si ça ne les intéressait pas trop. Mais aujourd'hui, elles sont plus puissantes si elles assument des désirs et si elles disent « je prends mon pied ». Donc voilà, quand c'est pas un truc qui nous intéresse tant que ça et qui est si agréable que ça, on a l'impression d'être une alien, d'être une extraterrestre par rapport à toutes ces femmes autour de soi, qui peut-être en rajoutent un peu d'ailleurs, et qui nous feront croire que pour elles c'est une évidence et que tout va bien. C'est vous qui m'en avez parlé, Nelly. À 50 ans, tout a changé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, à 50 ans, sur un quai de gare, je croise un homme que je ne connais pas, et je me dis, cet homme-là est dangereux pour mon couple. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était comme une évidence. Nous allions nous retrouver. Il s'est passé quelques mois, donc j'ai pris le même wagon. On s'est retrouvés face à face, nous avons échangé, et là, vraiment, c'était lui et pas un autre. Ça s'est concrétisé. Je connaissais enfin le plaisir d'une vie amoureuse et d'une vie sexuelle. Je connaissais enfin le bonheur d'être une femme. Ce qui, je crois, est extrêmement, en tout cas déterminant aussi dans cette rencontre, c'est que
elle fait péter un peu tous les verrous. C'est-à-dire qu'elle a un mari, elle a une famille. Alors ce qui n'est pas rare d'ailleurs après 50 ans, on a fait quand même l'essentiel du boulot. Les enfants en général sont un petit peu sur les rails de leur vie. Et elle fait une rencontre avec un inconnu sur un quai de gare. Sa vie qu'elle a sans doute tenue de manière très raisonnable, parce qu'il faut se refaire effectivement un cadre, parce que quand on a été comme ça au bord de la mort, c'est ce qu'elle semble insinuer au début de son témoignage, qu'on a failli ne pas être vivante, on s'inscrit dans quelque chose finalement de très très cadré, de très peut-être très normé. Alors d'autres non, d'autres ont une vie totalement éclatée en me disant pouf, je suis en vie, c'est un miracle, donc je me mets en danger peut-être en permanence. Là, elle est rentrée sur un mode de vie finalement très normal, très très habituel, mais il y a quelque chose qui se passe là, tout ça pète. Voilà, une rencontre à un moment qui n'est pas attendu, qui n'est pas convenu et qui est très inconvenant même. Quand vous avez rencontré celui qui partage votre vie aujourd'hui, Nelly, vous avez ressenti des choses dans votre corps ? Oui, des sensations physiques, oui, plus que des papillons dans le ventre, enfin tout ce qu'on peut ressentir une femme quand le désir s'installe. Dans notre vie amoureuse, dans notre vie de couple, maintenant je peux parler de ce qu'est le désir, de ce qu'est la jouissance, chose qui m'était complètement interdit auparavant. Et je suis une femme normale. Nelly, non, vous n'êtes pas une femme normale. Vous êtes une femme. Non, je crois que dès qu'on parle de sexualité, il faudrait bondir dès que le terme de normal, de normalité, de norme même est énoncé. Non, il y a pas de norme. D'ailleurs, il y a une norme très courante, c'est qu'après 50 ans, la vie sexuelle des femmes est censée justement diminuer parce que ménopause, parce que tous les inconvénients, parce que... Or, voilà, Nelly raconte exactement l'inverse. Peut-être que justement, elle était moins tenue par les normes à ce moment-là. L'essentiel était fait, elle avait fait ses enfants, il y a aussi cette espèce de petite confusion entre sexualité et procréation. Là, tout ça a été de côté, enfin j'imagine, voilà, en tout cas c'était plus du tout le propos. Non pas elle est normale à ce moment-là, mais elle est vivante. La première fois, ce que vous avez ressenti dans votre corps, que vous avez reconnu enfin comme étant du désir. Mais puisque vous n'en aviez jamais ressenti, comment vous avez ressenti ça ? Exactement comme sur le quai de gare quand je l'ai vu, un lâcher-prise, laisser la jouissance arriver, laisser les sens se manifester, une sensualité évidente, puisque tout ça m'était inconnu. Vous posez la question très très juste, mais si vous ne connaissiez pas le désir, comment le reconnaître ? Mais oui, ça se reconnaît indéniablement. Et cette reconnaissance-là est magnifique. Et puis ce terme important aussi d'abandon. Alors elle dit lâcher prise. Alors on cherche comment lâcher prise dans la sexualité. D'ailleurs même le terme est un peu encombrant. Il faut lâcher prise. Ça ne va pas du tout ensemble. Il faut lâcher prise. Mais ça parle effectivement de confiance. Il n'y a rien à sauver, il n'y a rien à garder, il n'y a rien à prouver. Et peut-être que c'est arrivé parce qu'elle avait aussi abdiqué à un moment donné sur le fait qu'il n'y avait plus rien à conquérir. Peut-être qu'à un moment donné, elle a pensé que l'essentiel de sa sexualité, dans ce qu'elle avait là pour le coup de pénible, était derrière elle. Donc voilà, juste un espèce de coup de cœur absolument incroyable, absolument inattendu. Donc il n'y avait plus aucune prise, effectivement, à laquelle se rapprocher. Et surtout, plus peur de mon corps. Oser le montrer, oser l'offrir à l'autre. Quel rapport entre oser l'offrir à l'autre maintenant, parce que vous avez rencontré cet homme, et avant, vous n'avez jamais osé l'offrir, suite à ce drame que vous avez vécu à 12 ans ? Oui, à tel point qu'il m'était quasi insupportable d'être complètement nue dans une relation amoureuse. Il me fallait un chemisier, un t-shirt, mais jamais complètement nue. Ce que Nelly, je crois, raconte, c'est sa réappropriation réelle à ce moment-là du désir et de l'amour et de la jouissance, parce qu'il y a tout là. Et qu'effectivement, hélas, le cas de beaucoup de victimes, elles sont abîmées par la violence, par l'acte. Elles sont abîmées, elles le portent sur elles. Elles ont les stigmates qui en passent par « mon corps est immontrable », mon corps est mon ennemi. Et mon ennemi, s'il est objet de désir, de convoitisme, mais mon ennemi aussi parce qu'il porte effectivement la trace, même si c'est pas vrai, il y a rien qui souvent physiquement se voit, quelquefois, hélas, il y en a des cicatrices, mais le corps est sale, le corps n'est pas montrable. C'est là, sans doute à ce moment-là, que le corps a réellement revécu. Il était sans doute
en sommeil et peut-être un peu mort jusqu'ici. Nelly, est-ce qu'il y a chez vous un regret de ne pas avoir ressenti du plaisir sexuel avant ? Il n'y a pas de regret puisque de toute façon je ne savais pas ce que c'était et que j'étais composée comme ça, j'étais faite comme ça. Je transportais mon histoire et que mon histoire m'avait autorisée à avoir des enfants. Donc j'étais tout à fait ravie d'avoir des enfants et de ne pas avoir de plaisir, je m'en contentais. Nelly nous donne une clé très importante du bonheur, je dirais plutôt des bonnes heures, parce que le bonheur, ça dure pas sur un temps continu, et ce sont des moments à vivre, à remarquer, à retenir peut-être, en tout cas à se dire là c'est bien, là c'est pas mal. Et puis après, bon, ce sera peut-être un peu moins bien, mais j'ai au moins ce souvenir-là, et il y en aura d'autres, mais c'est d'être en cohérence toujours avec soi, c'est-à-dire quoi qu'elle ait vécu, elle est juste. Elle voulait des enfants, elle a eu des enfants. Il n'y avait pas de sexualité, elle se croyait, comme beaucoup de femmes le disent, pas faite pour ça. On est fait pour rien en fait. Il y a les occasions d'eux, il y a ce qu'on s'autorise quelquefois, il y a les rencontres qui nous aident à, ou celles qu'on ne fera pas, mais en tout cas être à peu près juste toujours. Il y a beaucoup de femmes en fait qui souffrent de courir après une idée justement l'épanouissement sexuel, comme une espèce de nirvana à conquérir, de devoir aussi, de conquête à faire, de trophée à soulever. Non, Nelly, elle a d'une certaine manière, elle a eu des envies, elle a eu des ambitions, des enfants, une famille, elle les a vécus, elle l'a fait avec ce qui était, alors je dis pas non plus qu'il faut se résigner, mais elle s'est aménagée de ce qui était possible à ce moment-là. Et encore une fois, c'est pas une ode au fait avec le peu que vous avez, n'en voulez pas trop, mais trop souvent, effectivement, on n'est pas tout à fait dans le moment que l'on vit, on n'est pas tout à fait au clair avec ce qui se passe réellement dans notre aujourd'hui. Et là, Nelly raconte effectivement une vie qui se déroule avec des tempos différents, avec des possibilités différentes, avec des découvertes différentes. Quel regard vous portez maintenant sur cette vie qui a été la vôtre en tant que femme ? Alors sur ma vie d'avant, j'ai été une femme heureuse, enfin je suis toujours une femme heureuse, je suis encore plus heureuse maintenant. Que ressentez-vous de vous être livrée, d'avoir raconté votre histoire ? Je trouve ça assez touchant, et je trouve que c'est très intéressant de ne pas avoir de tabou, enfin c'est très plaisant de ne pas avoir de tabou, de pouvoir le partager et de pouvoir transmettre ce beau cadeau que rien n'est perdu, quel que soit l'âge. Au-delà de rien n'est perdu, je rajouterais, oui, et tout peut se gagner toujours. C'est ça la vie. Elle n'est pas toujours drôle, la vie, on le sait. Elle nous réserve des surprises pas tout agréables. Et Nelly en a vécu une de tout à fait traumatisante, totalement dramatique, mais c'est aussi ça la vie, voilà, ces pirouettes, ces ouvertures, ces possibilités. Ne pas s'enfermer dans une définition de soi, justement trop définitive, jamais. C'est ce qui permet, je dirais, de danser sur ce que nous offre la vie, sur aussi ses difficultés. Et puis encore une fois, cette idée de justesse, de cohérence. Ce que je vis aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'il m'est possible de vivre aujourd'hui. Et plus tard, je n'en sais rien. Et on verra bien. Ce sera votre mot de la fin, Sophie ? Oui. Et puis, merci Nelly. Elle a raison, le partage est très important. Là aussi, elle empêche les choses de se figer, que ce soit sur l'âge, que ce soit sur le traumatisme, que ce soit sur la féminité et la sexualité. Merci Nelly. Merci beaucoup, Sophie Cadalen. Merci à vous. Voici le moment de nous quitter. L'épisode consacré à l'histoire de Nelly qui a généré ses questions et ses doutes est terminé. Un grand merci à elle de s'être livrée en toute confiance et à Sophie Cadalen de nous avoir apporté son écoute et ses compétences. Avec sincérité, j'espère que cet épisode vous aura aidé et apporté des clés pour ouvrir certaines de vos portes. Pour joindre Sophie Cadalen, je vous invite à la trouver facilement dans le bottin. Je rigole. Quoique, juste en tapant son nom sur votre moteur de recherche. Quant à vous, si vous voulez également me raconter votre histoire, un passage de votre vie qui, depuis que vous avez 50 ans, vous bouscule, crée des interrogations, des doutes, écrivez-moi. À mardi prochain pour une nouvelle histoire de bonne femme. Bonne semaine. Ah, encore ces histoires de bonnes femmes.